et puis je vous partage mon écran. Ok. Alors, donc j'ai commencé par la correction de l'exercice sur la poussée d'Archimède dans la mer Morte. Et puis on corrigera le TP sur le dessalement de l'eau de mer, les techniques de dessalement d'eau de mer. Juste, ça vient de faire du bruit. Je regarde qui est-ce qui a bien plus connecté ou déconnecté. Non, c'est toujours les mêmes. Ok. Donc dans cet exercice, on nous parle un petit peu du fait que l'eau est salée, parce que c'est dans ce thème-là, hein, le sel dans l'eau de mer, et il y a des questions classiques au départ, c'est d'où provient ce sel qui est présent dans l'eau de la mer, et puis après il y a un exercice plus spécifique sur la mer Morte. Je sais pas si vous avez déjà vu des images de la mer Morte, mais vous pouvez aller sur internet, je vais vous le faire en direct, hein. Vous faites mer Morte, et puis vous cherchez des images tout de suite vous allez avoir des gens qui flottent dans l'eau comme ça. Donc on a affaire à une mer qui n'est plus alimentée en eau douce et donc qui est quasiment saturée en sel. D'ailleurs on voit sur les bords de cette mer qu'il y a dès qu'il y a plus d'eau et que la surface sous la mer est au-dessus de l'eau, du niveau de l'eau, ça cristallise sous forme de cristaux de sel, quoi. Elle est hyper salée, on voit sur les bords ici, hein, de l'eau super salée. Ce qui fait que cette eau, elle est dense, et tellement dense que on flotte bien mieux dans cette eau de mer que dans une eau douce ou une eau de mer classique. On estime qu'elle est salée à peu près 300 grammes de sel par kilogramme d'eau, c'est-à-dire pas loin de la saturation qui est à 360. Donc on voit toutes ces images, on pourrait regarder des vidéos, c'est rigolo de voir ces gens qui flottent, qui lisent leur journal dans la mer Morte. Bon, donc ça c'est des images classiques. Maintenant on va faire des calculs là-dessus. Alors déjà d'où proviennent les sels minéraux présents dans l'eau de mer? On en a déjà parlé dans le TP précédent, l'activité précédente. C'est l'érosion due au cycle de l'eau, l'érosion des roches, qui va amener par le cycle de l'eau, les rivières, les fleuves, etc. Tout ça va être ramené à la mer. Et à chaque fois que l'eau s'écoule sur de la roche, elle dissout une partie de la roche. Et donc il y a des sels minéraux qui se retrouvent dans cette eau, et ça s'accumule dans les océans, puisque l'évaporation, elle, n'entraîne pas avec elle le sel. Donc elle n'entraîne avec elle que l'eau. Donc le sel ne fait que s'accumuler. Alors on en avait déjà parlé. Il y a peut-être eu une question, j'ai entendu un bip là. C'est peut-être un bonjour de Anine. Bonjour Anine, ouais. Donc la question, on y avait déjà répondu, hein. Le sel provient de l'érosion chimique des roches. Elle se dissolve en surface, se retrouve dans les cours d'eau et ça se rejette, ces sels, à la mer au bout du cycle. Quel phénomène naturel provoque une augmentation de la salinité dans les mers et les océans? Faut imaginer que c'est comme un verre d'eau salée. Qu'est-ce qui pourrait faire augmenter la quantité de sel qui est dans ce verre d'eau? Il suffit d'avoir beaucoup d'évaporation et d'enlever une partie de l'eau. Le sel, lui, restant dans l'eau, la salinité, c'est-à-dire la concentration en sels minéraux, elle va augmenter. Donc c'est sous l'action du soleil que l'eau s'évapore, pas le sel. Donc il y a une augmentation de la quantité de sel dans les océans. Alors la mer Morte, c'est non seulement un endroit qui est très ensoleillé, mais en plus il n'y a plus les apports d'eau douce des cours d'eau qui arrivent dans la mer. Pourquoi l'eau de la mer Morte est-elle beaucoup plus salée que celle des autres mers? La mer Morte n'est quasiment plus alimentée en eau douce, l'évaporation est bien plus rapide que l'apport en eau. Donc il y a plus d'évaporation, donc c'est une mer qui va disparaître en fait, hein, puisque l'eau s'évapore plus vite qu'elle n'est renouvelée par l'apport des cours d'eau. Donc à un moment donné, il n'y en aura plus, hein. La salinité est donc bien plus importante. On pourrait s'amuser à regarder des images satellites au cours de l'histoire de la mer Morte. Je vais regarder à l'avance, hein. Je ne sais pas si on a la possibilité de voir donc cette mer Morte à travers l'histoire. Voilà, en 1972, on peut voir cette image-là, hein. En 72, elle faisait cette taille-là.
En 89, elle fait cette taille-là. On voit qu'elle réduit, hein, on la voit ici. Hein. Peut-être le seul apport qui reste, c'est ce petit cours d'eau qui reste dérisoire là. Mais on voit que plus les années passent, et moins il y a d'eau. Hein. Ici, c'est bientôt fermé là. Il y a bientôt plus d'eau. Alors, il y a eu quand même des décisions de prise pour éviter que ça aille trop vite. Ici, on voit qu'il y a eu un peu plus d'eau entre 89 et 2011. Bon, peu importe. Donc, elle est amenée à mourir, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'eau du tout, à un moment donné. Calculer le volume. Alors, maintenant, on passe à des calculs rapides. On a un bonhomme, justement, cette image là qui flotte dans cette mer morte. Alors, je doute sur... J'ai un petit doute sur sa masse, là. Ils disent qu'il pèse 75 kg. Ça a plutôt l'air d'être un sumotori qui fait dans les plus de 100 kg, mais peu importe, on s'en fiche. L'image correspond pas au texte qui est en dessous, mais c'est un homme qui fait 75 kg et dont le volume corporel est d'environ 80 litres. Il flotte sans problème sur la mer morte. Par ailleurs, on nous dit que s'il flotte, c'est grâce à une force qu'on appelle la poussée d'Archimède, qui est notre petit pi. Ça, c'est la poussée d'Archimède. Et cette poussée d'Archimède, qui est une force, qui est notée ici, qui est représentée ici comme un vecteur qui part de la centre de la partie immergée et qui est verticale vers le haut. Cette force, elle se calcule, qui est en newton, elle se calcule en faisant la masse volumique du liquide fois le volume immergé, c'est-à-dire le volume de corps qui est sous l'eau. Ça, c'est le volume immergé, VS, et fois l'intensité de pesanteur. Alors, il y a peut-être des questions ou des bonjours, des gens qui sont arrivés. J'ai entendu des bips. Non. Alors, comment calculer donc le volume immergé de l'homme? Déjà, il faut partir d'un principe, c'est que cet homme-là, il est en équilibre. C'est-à-dire qu'il ne plonge pas sous l'eau, il remonte pas à la surface de l'eau, il est en train de flotter. Ce qui signifie que d'un point de vue physique, on l'avait vu, s'il n'avance pas, s'il est immobile, ça signifie que ses forces se compensent. Donc il y a la poussée d'Archimède, mais il y en a une autre, c'est le poids. Alors le poids, qu'on pourrait ici représenter comme ça, à partir du centre, hein, je l'ai décalé pour pas que ça gêne, voilà le poids. Et comme il flotte, le poids et la poussée d'Archimède doivent se compenser, c'est-à-dire que leurs valeurs doivent être égales, mais sont de sens opposé. Donc, si on part du principe qu'il fait 75 kg, son volume de corps total, c'est 80 litres, c'est-à-dire tout le volume ici, ça fait 80 litres. La masse volumique de l'eau de la mer morte, c'est ρF, qui vaut 1,240 g par millilitre, et il faut calculer le volume immergé. Donc on part du fait que, je vais le faire en version simple, l'homme flotte, donc il y a équilibre des forces, le poids, qui est en rouge ici, doit être égal à la poussée d'Archimède, qui est en vert ici. Je ne vais pas faire de calcul vectoriel, mais que des valeurs. J'ai dit que c'est leur norme qui est égale, et comme ils sont de sens opposé, ça se neutralise. Le poids, c'est P égale M fois G. Et la poussée d'Archimède, j'utilise la formule, c'est la masse volumique de l'eau de la mer morte fois le volume immergé fois G. On voit que de part et d'autre, j'ai G, je vais pouvoir les annuler. Ce que je veux, c'est VS. Le ρF qui est ici, je vais le faire passer de l'autre côté, il va passer dessous. Et je vais me retrouver donc avec VS égale M sur ρF. Il faut faire gaffe aux unités, la masse est en kilogrammes et la masse volumique donnée en grammes par millilitre. Donc il faut que je fasse une conversion de l'un ou de l'autre, mais que je me débrouille pour que ce soit des unités compatibles. Donc je peux convertir, je sais pas, les kilogrammes ici en grammes. Comme ça, je pourrais les utiliser ensemble, les unités. 75 kg, ça fait 75 000 grammes. Et après, je peux faire le calcul 75 000 divisé par ρ, c'est-à-dire 1,240. Qui me fait 60 000 millilitres, autrement dit, ça fait 60 litres. Donc le bonhomme qui flotte à la surface de l'eau, il a 60 litres de son corps. Sur les 80 litres, il y en a 60 qui sont sous l'eau. Et 20 litres qui restent au-dessus de l'eau. Voilà ce que ça signifie.
Si on prend l'image, on peut imaginer que dessous, là, si je pouvais voir à travers, la partie ici ferait 60 litres, alors que le reste qui est en dehors, sa tête, ses pieds qui flottent, etc., ça ferait 20 litres. Et donc quand on réunit les deux, on aurait 80 litres de corps au total. Bien, voilà pour cet exercice. Je regarde un peu qui est là. Ok. Bon, et alors je continue en faisant la correction du TP. Pas du TP virtuel, hein, je suis bien obligé de faire comme ça. Où on compare deux façons de faire pour pouvoir dessaler l'eau de mer. Vous savez que c'est un enjeu qui est colossal. Hein. L'eau, on dit que c'est l'or bleu. Cette expression, elle va prendre de plus en plus de signification avec le réchauffement climatique. L'eau, ça va être vraiment quelque chose de fondamental et un combat pour l'avoir qui va être hyper important. Et curieusement, c'est l'élément le plus abondant quasiment sur Terre, enfin la molécule la plus abondante sur Terre, sauf qu'elle est dans les océans, elle est salée. Donc comme il y a à volonté de l'eau dans la mer, pour la transformer en eau douce, ça pourrait être intéressant de trouver des technologies qui sont peu coûteuses en énergie et qui permettent de faire de l'eau potable. Alors, jusqu'à présent, les seuls pays qui font de l'eau potable avec l'eau de mer de façon industrielle, c'est les pays très très riches et qui utilisent beaucoup de pétrole pour ça, parce que c'est très énergivore. On va le voir. Expliquer le principe du dessalement de l'eau de mer par hydrodistillation. Hydrodistillation, c'est-à-dire qu'on met le mélange et on le distille, on fait évaporer et on récupère la vapeur. On l'a dit précédemment, quand on fait de l'évaporation ou de la vaporisation, le sel, lui, ne part pas sous forme de vapeur. Donc la distillation, c'est une méthode de dessalement de l'eau, de laquelle l'eau de mer est évaporée puis liquéfiée. C'est-à-dire qu'on fait évaporer l'eau de mer, le sel lui va rester, et puis on prend cette vapeur ailleurs et on la liquéfie, ou on la condense. On peut utiliser ces deux termes-là. Et le distillat obtenu est constitué d'eau dessalée, donc d'eau douce, et il n'y a même plus du tout de minéraux d'ailleurs dedans. L'eau distillée qu'on utilise en laboratoire de chimie, c'est fait comme ça. On appelle ça d'ailleurs de l'eau distillée. Par contre, elle n'est pas très bonne à boire comme ça. Normalement, il faut l'améliorer en rajoutant des minéraux utiles pour le corps. Surtout pas du sel, mais du magnésium, du calcium, des trucs comme ça. En partant du montage du document 1 et du tableau du document 2, en intercalant une pompe à vide entre le réfrigérant et le récipient, on recueille le distillat. On peut réaliser la distillation sous pression réduite à 0,05 bar de l'eau de mer. Donc on pourrait faire la distillation à pression ordinaire ou alors à pression réduite. Et on va voir si ça présente un avantage de le faire à pression réduite. Pour ça, on a une espèce de graphique et on nous demande d'expliquer comment la température d'ébullition évolue lorsqu'on baisse la pression. Alors, l'ébullition faut déjà repérer ce que c'est que sur ce graphique. L'ébullition, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, c'est la frontière qui est ici, qui est la frontière de l'ébullition ici. Donc, c'est cette ébullition. C'est ce trait bleu là qui délimite les deux zones entre un liquide et un gaz. Donc, quand je fais maintenant baisser la pression, lorsque je baisse la pression, admettons que je me mette là, à cette pression-là, je sais pas, un peu plus, ou à 1 bar, allez, je suis à 1 bar, je sais que l'eau bout à 100 degrés. Maintenant, si je me mets à, je sais pas moi, 0,5 bar, alors c'est pas un graphique ici c'est une échelle logarithmique, mais je me mets un peu en dessous de 1 bar, ici par exemple, je vais chercher une température d'ébullition et je vais voir qu'elle va être plus faible. Donc plus je suis à pression réduite et plus la température d'ébullition est faible. Ce qui est assez logique. D'ailleurs, je vais vous montrer une vidéo d'expérience qu'on peut faire toute bête au laboratoire pour montrer que plus la pression baisse et plus la température d'ébullition elle est basse. Donc d'après le diagramme de phase, la température d'ébullition de l'eau diminue par abaissement de la pression. Imaginez une expérience à l'aide d'une cloche à vide. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est qu'une cloche à vide au labo. On a une pompe, une grosse pompe avec un tuyau qui est relié
a une cloche en verre, comme ça, qui, elle, est posée sur une table avec des joints étanches. Donc on a des joints étanches de part et d'autre. Et dans cette cloche, on peut mettre des choses. Et notamment, donc ça c'est la pompe, hein, on peut mettre un verre d'eau à l'intérieur. Si je mets de l'eau à une température ordinaire, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, 35 degrés, un truc qui brûle pas, hein, à 35 degrés l'eau dedans, et que je fais le vide, c'est-à-dire j'aspire l'air qui est ici, alors je vais constater au bout d'un moment que cette eau, qui est à 35 degrés pourtant, ou au moins même 20 degrés, elle va se mettre à bouillir. Donc il suffit de mettre de l'eau tiède dans une cloche à vide et faire le vide pour constater que l'eau se met à bouillir. Je vous le montre en vidéo, ça. Par contre, on ne peut pas faire l'expérience ici, mais c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Tac. J'ai pas mis le lien vidéo. Mince. Alors je vais vous le montrer ici. Je vais trouver une vidéo. Ébullition sous vide. Bon, c'est les expériences qui se font en 5e, hein, vous voyez, c'est une vidéo de 5e ça. Donc je vous la fais rapidement. Hein. On va réaliser pour cela, on va utiliser une pompe Alors, à vous air avez la et une pompe, cloche à vide. la cloche à vide, le verre d'eau. De l'eau à 90 degrés ne bout pas. Bon, voilà, elle est à 90 degrés, ils auraient pu la On mettre place à alors le 35, ça bécher et marcherait cette aussi. eau Hein. dans la cloche à vide. Ils mettent l'ensemble Puis, dans la à cloche à l'aide de vide, la alors pompe à l'eau elle air, on diminue parce aspire que l'air contenu dans la cloche à vide. la La température pression diminue diminue à progressivement. l'intérieur de la cloche à vide. La température, elle devrait, si elle diminue, c'est le fait que dehors il fait un peu frais. C'est pas le vide qui va faire changer la température. Progressivement, on On voit que observe l'eau se alors met à que l'eau se met bouillir à bouillir alors que sa température est et, inférieure à 100 et degrés. sa température elle est à 88 ou 80 degrés. On peut même faire cette expérience-là à 35 degrés. La température. Ça marche aussi. Donc il suffit de placer un ballon d'eau tiède et un thermomètre sous une cloche à vide. On peut vérifier qu'en abaissant la pression, on peut faire bouillir de l'eau à une température bien inférieure à 100 degrés. Pour l'anecdote, ah bah si, je l'avais mis là le lien YouTube. Pour l'anecdote, il est quasiment impossible de faire cuire du riz sur le Mont Blanc, au sommet du Mont Blanc. Le riz, il a besoin d'une température au-delà de 80-90 degrés pour bouillir, pour cuire. Or, sur le Mont Blanc, à 4807 mètres, presque 5000 mètres d'altitude, la pression, elle est bien plus faible qu'à la surface de la mer, ce qui fait que comme la pression est plus faible, la température d'ébullition est inférieure à 100 degrés. Alors, je sais pas exactement à combien elle est, mais je crois que c'est vers les 80 degrés que l'eau bout sur le Mont Blanc. Ce qui fait que tant qu'il reste de l'eau liquide, elle reste à 80 degrés, donc le riz ne cuit pas. On a du mal à faire cuire du riz au sommet, enfin à très haute altitude. Déterminer maintenant des calculs. Hein. Déterminer l'énergie à fournir pour distiller 100 ml d'eau de mer à pression atmosphérique, puis sous pression réduite. Donc on avait des énergies qui étaient présentées comme étant des énergies molaires de vaporisation à pression atmosphérique et à pression réduite. Donc je vous remontre pas le document, hein, il fallait chercher chez vous ça, tout ça. Donc déjà, il faut cette énergie molaire de vaporisation, elle dit qu'elle est l'énergie qu'il faut fournir à 1 mol d'eau pour la vaporiser. Donc il faut déjà calculer le nombre de mols d'eau. J'ai 100 ml d'eau, c'est-à-dire 100 grammes. Du coup, le nombre de mols, c'est petit m sur grand M, 100 sur 18, ça fait 5,58 mols d'eau. Donc on a 5,58 mols d'eau à faire bouillir. À pression atmosphérique, pour 1 mol d'eau, il faut fournir 40,6 kJ. Donc pour 5,56 mol, je multiplie par 5,56 ou 5,6. Je tombe sur ça fait 230 joules. Pour la pression réduite, même s'il faut fournir une température moins élevée, on voit que l'énergie molaire de vaporisation elle est plus élevée, de 240 joules. Du coup,
Déjà, on va calculer l'écart relatif entre ces deux valeurs-là, mais on va arriver à la conclusion que c'est pas très intéressant de faire bouillir de l'eau à pression réduite, parce qu'il faut fournir davantage d'énergie pour faire bouillir cette eau-là, même si on est à une température plus basse. Donc calculer et commenter l'écart relatif entre les deux valeurs. L'écart relatif, c'est l'une moins l'autre divisé par l'une des deux. Ici, là, on ne sait pas quelle est la valeur théorique, hein. On va prendre 230 par exemple. Donc on fait l'une 2,4 moins l'autre 2,3 divisé par 2,3 et on est à 4% d'écart. C'est peu élevé. L'abaissement de la pression permet-il de réaliser une économie d'énergie intéressante et quelle pourrait être son utilité? L'économie d'énergie, non. Parce que l'énergie de vaporisation à fournir est même supérieure sous pression réduite. En revanche, c'est au niveau de la sécurité que ça peut être intéressant. L'abaissement de la pression permet juste de travailler à une température plus basse. C'est-à-dire que pour les gens qui manipulent, au lieu d'avoir de l'eau, des choses qui sont à 100 degrés, on pourrait s'ébouillanter, on peut travailler à des valeurs, à des températures bien plus basses de 30 degrés où on risque pas de se brûler. Alors ensuite, j'enchaîne avec les questions sur le texte. Quelles sont les deux méthodes de dessalement de l'eau de mer et quelle est la méthode la moins coûteuse en énergie? Donc les deux méthodes de dessalement de l'eau de mer sont la distillation et l'osmose inverse. Et l'osmose inverse, c'est la méthode la moins coûteuse en énergie. Alors il y aura un exercice pour la semaine prochaine sur l'osmose inverse pour comprendre ce que c'est. Donc la distillation ou l'osmose inverse. Et qu'est-ce que la saumure? Et quelles peuvent être les conséquences de son rejet dans les océans. Donc là, on voit les impacts sur l'environnement et du dessalement de l'eau de mer. Bon, la saumure, c'est une eau qui est très salée, très concentrée en sel. Sa concentration est 2 fois plus importante que celle de l'eau de mer. Le rejet de saumure dans la mer peut entraîner des effets néfastes sur la faune et la flore, parce que si j'ai de l'eau trop salée, la vie va avoir plus de mal à s'adapter. De plus, la présence de résidus chimiques entraîne une pollution de l'environnement marin. Alors ensuite, vous aviez le montage qu'il fallait légender. Ça, c'est de la distillation classique. On va faire vite. Vous avez un élévateur en 1. En 2, vous avez le chauffe-ballon. En 3, vous avez le thermomètre. En 4, vous avez l'arrivée et la sortie d'eau. Alors je rappelle que l'arrivée d'eau, c'est toujours par le point bas pour remplir l'ensemble du réfrigérant et la sortie d'eau par en haut. Le distillat ou l'éprouvette graduée, ça dépend de ce qu'on voit pointé par la flèche, là, et le réfrigérant en 5. Expliquer pourquoi le dessalement par hydrodistillation nécessite d'implanter les unités près d'une centrale thermique. Donc si je veux faire de l'hydrodistillation, ça veut dire qu'il faut que je chauffe beaucoup. Une utilité qui pourrait être très intéressante, c'est plutôt que d'amener une chaudière qui fait bouillir l'eau, c'est de profiter de la chaleur dégagée par des centrales thermiques. Vous savez, des centrales thermiques, ce sont des centrales qui brûlent par exemple des déchets ou qui brûlent du pétrole pour faire de l'électricité. Dans ce cas, il y a de l'électricité qui est fabriquée, mais il y a aussi beaucoup de chaleur, et cette chaleur, elle sert à rien. À moins comme à Rieux, vous avez une centrale thermique, elle fait pas d'électricité, elle fait que de la chaleur, donc là, c'est utile, puisque ça chauffe les habitations. Sauf que l'été, on a besoin de moins de chauffage, donc soit elle tourne plus, et du coup, les déchets s'accumulent, ou très peu pour faire juste de l'eau chaude pour se doucher, soit elle tourne, et puis ça chauffe de l'eau pour rien. Donc là, cette méthode, comme l'hydrodistillation elle a besoin de beaucoup d'énergie, une centrale thermique produit l'électricité grâce à la vapeur d'eau chauffée. Et cette chaleur de l'eau peut être en partie utilisée pour produire de l'eau douce. Donc on peut, ça s'appelle de la cogénération, on peut utiliser le fait que une centrale électrique thermique produit de la chaleur pour rien, quasiment pour rien, parce qu'on en fait de l'électricité, et cette chaleur on va s'en servir pour faire de l'eau douce. Quels sont les impacts du dessalement de l'eau de mer sur l'environnement? On l'a dit, c'est négatif, l'énergie nécessaire est fournie par des combustibles fossiles qui émettent des gaz à effet de serre. Et puis la saumure, elle est polluante, elle est nocive à la vie et aux écosystèmes marins. Imaginez un test à réaliser sur l'eau de mer avant distillation et après distillation afin de prouver la déminéralisation de l'eau de mer. Bon, un test simple.
c'est d'utiliser quelque chose qui fait réagir les ions chlorure, Cl-. Alors il y a quelque chose qu'on a déjà fait dans un TP virtuel, quand j'ai des ions Cl- et que je rajoute quelques gouttes d'un réactif qui contient des ions Ag+, se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc pour tester le fait qu'il n'y a plus de sel dans l'eau, il suffit de rajouter quelques gouttes de nitrate d'argent, et si j'ai pas de précipité, ça veut dire que j'ai plus d'ion chlore, donc que j'ai plus les autres ions non plus. Donc avec du nitrate d'argent, si les ions chlore sont présents, il doit y avoir un précipité blanc. Bon, je vais m'arrêter là. Alors pour le TP, je vais pas faire la correction du TP. Vous aviez, je crois je lui avais dit qu'il restait 13 grammes d'eau ou un truc comme ça. Donc il y avait, non, je sais plus. Bon, les calculs étaient super simples. Pour 100 ml d'eau, on avait tant de grammes, donc pour 1 litre, on en avait 10 fois plus. Pour trouver la... Ah mais non, ça c'était sur le dosage précédent, donc il n'y avait pas à faire ça ici. Je vous laisse là pour... et je vous indique par mail le travail qui est à faire. Il y aura un exercice à faire, enfin 2 exercices à chercher pour la semaine prochaine, et on se lancera dans la partie sur l'électrolyse de l'eau. Comment, avec de l'électricité, est-ce qu'on peut former des carburants, et notamment du dihydrogène, qui pourrait être un carburant d'avenir, parce que c'est un carburant qui, quand il brûle, ne dégage que de l'eau et pas de CO2. Donc si on arrive à le fabriquer proprement, ce carburant, il est intéressant parce qu'il n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui, j'arrête ma vidéo,